Donc, je m'appelle Valérie Bugot, je suis docteur en droit. J'ai travaillé un petit temps assez court en tant qu'avocat fiscaliste, notamment dans le domaine international en prix de transfert. J'ai arrêté ma carrière assez tôt pour diverses raisons, d'ordre général et d'ordre privé. Et surtout, la raison essentielle, c'est que j'avais compris la façon dont le système fonctionnait, qui était en opposition radicale avec tout ce qui était présenté, enfin en tout cas avec l'imaginaire collectif et étayé par tous les relais d'influence de la société, médias, universités, politiques, etc. Et donc il m'est apparu absolument indispensable d'alerter un peu sur le mode de lanceur d'alerte le public de ce qui se passait, ce qui se tramait en coulisses, qui ne manquerait pas d'aboutir à des crises très graves que nous avons connues effectivement à partir de 2008, la première crise grave de la monnaie, mais aussi avec le Covid évidemment que tout le monde a subi à partir de 2020. Donc tous ces travaux, enfin j'ai mené des travaux de fond, je ne suis pas arrivée à ce résultat par hasard. Tous mes travaux sur l'entreprise et sur donc les rapports de force, notamment ceux qui ont lieu au sein de l'entreprise en tant que corporation, entreprise privée, mais également au sein des sociétés collectives, m'ont amené très tôt à réfléchir à un modèle alternatif d'organisation sociale. Et ce modèle alternatif a pris la forme du projet Révolu Droit, que je développe au sein d'un site internet qui s'appelle revoludroit.fr. Révolu Droit, c'est pour dire renouveau et évolution du droit, et non pas révolution du droit, hein, c'est renouveau et évolution. C'est important de le comprendre, parce que quand on fait une révolution, on revient au point de départ. Or là, il ne s'agit pas de revenir au point de départ, il s'agit d'évoluer, en fait, par le renouveau qui nous permet d'évoluer. Donc c'est un système qui met en œuvre un changement de paradigme juridique, un changement de paradigme économique, un changement de paradigme politique, le tout s'inscrivant dans une rupture des connaissances que nous sommes en train de vivre au niveau des sciences, qui nous amène, des sciences et des techniques qui sont mises en œuvre, qui nous amènent vers une conception complètement renouvelée de la vie, du monde et du vivre ensemble. Dater ce projet, c'est difficile pour moi parce que en fait, il s'est développé progressivement, et les premiers travaux techniques que j'ai menés ont commencé en 1995. Donc ils se sont étalés sur une période allant jusqu'à aujourd'hui, sachant que évidemment j'avais aussi un acquis familial, un acquis personnel qui m'ont fait gagner un peu de temps sur la compréhension du système d'ensemble dans lequel nous vivons. Concrètement, j'ai élaboré les premières les premiers prémices du projet Révolu Droit. Je les ai mis sur le papier dans mon livre Les raisons cachées du désordre mondial, dans le tome 1 ou peut-être tome 2, je crois que c'est le tome 1, dans lequel j'élabore les premiers prémices de ce que pourrait être un changement de paradigme politique, sachant qu'un changement de paradigme politique s'accompagne nécessairement d'un changement de paradigme juridique, parce que le politique c'est mis en œuvre par des règles, et les règles c'est le droit. Donc le droit est un moyen au service du politique. Et d'ailleurs ça se voit très bien aujourd'hui, puisque le droit qui n'en est plus, c'est-à-dire la réglementation, est au service de la non-politique, c'est-à-dire de la domination politique par les acteurs économiques dominant le système monétaire. Maintenant, évidemment, ce projet a été élaboré, hein, depuis les premiers prémices, il s'est développé, je l'ai étoffé, je l'ai précisé, je l'ai amélioré, et puis je ne suis pas seule à travailler dessus. En réalité, c'est un projet qui est ouvert à tout le monde, et en particulier aux Français et aussi plus largement au monde francophone. Donc chaque fois que des gens travaillent un peu sur ces questions, ils étoffent eux-mêmes aussi un peu le projet.
Donc j'ai envie de dire que je ne suis que le porteur, le porteur d'un projet qui ne m'appartient pas et qui n'est que la mise en œuvre de solutions qui ont déjà fonctionné dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de France, et qui avaient fait leurs preuves. En fait, je ne fais que remonter à la surface des techniques qui ont fonctionné, qui ne sont pas donc utopiques, qui ont été mises en œuvre, qui ont été pratiquées pendant des centaines d'années. Simplement, on les a oubliées, et donc mon rôle a été de réadapter l'actualité, le temps moderne, à toute cette histoire institutionnelle sur le temps long, qui a fait la caractéristique de ce qu'on appelle un régime, un système politique qui est alternatif à ce que nous avons connu à partir de la domination anglo-saxonne, c'est-à-dire à partir du moment où le parlementarisme représentatif, assis sur des partis politiques et sur une fausse séparation des pouvoirs, s'est imposé en tant que modèle général d'organisation sociale. Ce projet, je vais vous expliquer sur quoi il repose. Il repose sur une reformulation du débat public autour de corps intermédiaires, mais tels qu'ils étaient compris dans le système avant le parlementarisme, c'est-à-dire avant la centralisation idéologique des débats, c'est-à-dire des corps intermédiaires qui soient indépendants, qui organisent des centres de pouvoir décentralisés, autonomes les uns des autres, qui correspondent à un certain équilibre des pouvoirs, puisque un corps intermédiaire peut être un contre-pouvoir par rapport à un autre corps intermédiaire, selon les sujets en question. Il repose aussi sur la réhabilitation de la vie locale, c'est-à-dire la revivification de la vie politique des communes, puisque aujourd'hui on sait qu'elles sont en voie de déshérence totale avec les regroupements de communes, c'est-à-dire que le pouvoir est en train de s'éloigner de plus en plus de la base des administrés. Donc là on revient sur une conception locale des problématiques quotidiennes des gens. Donc le projet Révolu Droit est assis sur deux jambes. La première jambe, c'est les collectifs citoyens qui sont la résurgence de la vie locale, et puis les groupements d'intérêt qui sont des organismes thématiques, des organisations thématiques au niveau national. Donc thématiques par type d'activité. Je ne parle pas de métier, mais il faut comprendre derrière que ça se rapporte à un métier, mais c'est un métier pas tel que nous le concevons aujourd'hui, puisque chaque activité est érigée a le statut de métier. Ça peut être y compris d'ailleurs l'activité de parents au foyer, puisque élever son enfant, c'est une activité sociale évidente et peut-être la première activité sociale dans un groupe d'individus. Donc je réhabilite en fait toute l'activité humaine que je réélève au rang politique en lui donnant une consistance politique et une défense d'intérêts propres. Donc ça crée en fait, ça remet de la diversité dans les intérêts politiques défendus, alors qu'aujourd'hui les seuls intérêts politiques qui ont des relais d'influence sont les intérêts financiers supérieurs ou des grandes multinationales, etc. Donc je fais redescendre le pouvoir dans les activités humaines qui concernent tout le monde en fait. Donc les collectifs citoyens, les groupements d'intérêt, le tout coordonné par un gouvernement et chapeauté par un chef d'État qui est en fait un arbitre. Le seul rôle du chef d'État, c'est celui d'être un arbitre et celui de trancher lorsqu'il y a des conflits qui ne sont pas résolus, de rendre la justice. La justice, c'est inhérent au concept d'État, c'est inhérent au groupe, c'est-à-dire au vivre ensemble. Il n'y a pas de vivre ensemble sans respect d'une justice, parce que sinon, si la justice n'est pas rendue au niveau collectif, chaque individu sera tenté de rendre sa propre justice, et là nous sommes dans une loi de la jungle. Le plus fort gagne. Donc l'idée du groupe, l'idée de la civilisation, l'idée d'une nation, c'est justement de remplacer la justice individuelle par une justice collective, mais pour faire ça, il faut que ce soit sérieusement fait et que la justice collective soit efficiente. Donc la notion de recherche de vérité dans les litiges, tout ce qui est en train d'être perdu de vue actuellement, est réhabilité dans le projet Révolu Droit, qui est qui met en œuvre un véritable changement de paradigme. Le chef d'État a aussi une fonction de représentation
de la nation auprès de pays étrangers. Et donc, il n'est pas un chef tout-puissant, il est simplement un représentant tenu par un certain mandat. Donc il peut être démis de ses fonctions s'il s'éloigne de la mission pour laquelle il a été élu. Et ce chef d'État, je le répète, est essentiellement un arbitre et un représentant de la nation auprès des puissances étrangères. Voilà. Donc le gouvernement, lui, est chargé d'administrer les affaires de l'État, c'est-à-dire les biens communs, c'est-à-dire ceux qui sont utiles à l'ensemble de la population vivant sur le territoire. Quant aux intérêts locaux, ils ne sont pas gérés au niveau gouvernemental, ils sont gérés au niveau des communes avec l'initiative et le contrôle des collectifs citoyens. Les groupements d'intérêts que j'élabore sont élaborés sur le modèle des corporations d'Ancien Régime, c'est-à-dire qu'ils ont en charge vraiment la vie collective de leurs membres. Ils assurent la formation, ils assurent les accidents de la vie, ils assurent la retraite, ils assurent éventuellement le temps de travail, ils assurent la déontologie, ils doivent régler les conflits qui peuvent s'ériger entre leurs membres, ils ont une vie politique en eux-mêmes, ils sont indépendants, ils ont une vie indépendante du gouvernement ou autre, ils ne doivent rendre des comptes que sur les sujets pour lesquels ils sont concernés et pour lesquels l'intégralité de la société peut être concernée. Il faut aussi voir que tout ça est coordonné quand même par un ministère, c'est-à-dire que les règlements intérieurs des groupements d'intérêt doivent être validés par le ministère de la langue française de façon à coordonner, en fait, à vérifier que tout soit bien corrélé, enfin que tout soit coordonné, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de disparité entre l'organisation des uns et l'organisation des autres, de façon à ce qu'il y ait quand même on puisse discuter entre soi sans avoir l'impression qu'on ne comprend pas l'autre. Hein. C'est une façon d'harmoniser la communication en interne et une façon de faciliter les échanges entre groupements d'intérêt et entre groupements d'intérêt et l'échelon étatique, c'est-à-dire du gouvernement ou du chef de l'État. Je travaille tous les aspects du vivre ensemble, sachant que le gouvernement est là pour assurer la gestion du bien commun, qui passe aussi par la gestion des biens communs, et que le chef d'État, lui aussi, est chargé de vérifier que toutes les fonctions de l'État sont ne sont pas subverties, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un élément de l'organisation sociale qui prenne le pas sur un autre, qu'il n'y ait pas un groupement d'intérêt qui devienne prédominant par rapport aux autres. Le chef d'État est là il a la responsabilité d'assurer le bon fonctionnement des institutions en arbitrant les différends qui peuvent se produire au niveau de l'organisation sociale. Si vous faites référence au système actuel, je vais vous répondre, le pouvoir politique n'existe pas. En fait, il est dans les mains du pouvoir économique caché, anonyme. Donc le pouvoir politique apparent, c'est en fait, ce sont des VRP, ce sont des relais d'influence qui font une sorte de show pour faire croire qu'ils ont le pouvoir effectif, mais ils tirent leurs ordres et ils obéissent à des injonctions du pouvoir économique caché. Donc si vous me parlez de pouvoir politique actuellement, je vous réponds, il n'existe pas, puisque au sens réel du terme politique. C'est en fait le pouvoir économique, les intérêts économiques cachés, donc anonymes, qui ont accaparé, qui ont capté les fonctions politiques. Mais je n'appelle pas ça un pouvoir politique. Tout le projet Révolu Droit, c'est de réinvestir le pouvoir politique, c'est de redonner aux membres de la société, aux administrés, le pouvoir qu'ils ont perdu, et qui s'appelle le pouvoir politique, puisque c'est réinventer le vivre ensemble. La politique, la politique n'a de justification et de légitimité que parce qu'elle permet le vivre ensemble. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et on constate bien, et on comprend bien pourquoi, puisque c'est pas de la politique, c'est des intérêts de caste, des intérêts individuels, enfin individuels au sens d'un groupe quand même, des intérêts qui sont limités aux intérêts économiques et capitalistes et monétaires, des dirigeants opaques cachés derrière les règles qui sont mises en œuvre.
et qui ont, par le biais des institutions politiques, accaparé, une fois de plus, une apparence de pouvoir politique, mais qui n'en est pas un. Je ne suis pas la seule à constater l'effondrement en cours du système actuel. Du reste, cet effondrement a été aussi un peu accéléré par les gens qui ont le pouvoir en place pour le remplacer par quelque chose d'autre, mais toujours détenu par eux-mêmes. Donc eux ont un projet alternatif pour nous, et Révolu Droit est le contre-projet alternatif de ces gens-là. Puisque c'est un projet politique, alors qu'eux continuent dans leur conception de l'hégémonie économique. Quand je dis le système, c'est le système qui a accaparé le pouvoir politique par le biais du parlementarisme dit représentatif fondé sur des partis politiques eux-mêmes dépendants de l'accès au financement. Donc c'est en fait le système, quand je parle de lui, je dis ceux qui détiennent de façon anonyme le contrôle des monnaies et des multinationales. Voilà, c'est ça le système, concrètement. Puisque certains parlent d'État profond pour désigner ce que moi j'appelle le système, mais cet État profond, derrière, il y a la domination économique, donc qui part des monnaies, qui part de la domination monétaire par des personnes privées mais anonymes, qui ont développé tout un système économique à leur mesure, c'est-à-dire pour rendre service à leurs propres intérêts, qui est un système à vocation de prédation et d'hégémonie. Donc je préfère ne pas parler d'État profond, mais de parler de domination économique plus généralement. Et c'est cet, entre guillemets, État profond qui en réalité est une domination hégémonique de nature économique qui amène le gouvernement mondial et qui avait qui a ce fantasme de gérer le monde entier par des moyens centralisés et directement dans leurs mains. Alors qu'actuellement, ces moyens sont dans leurs mains, mais ça reste indirect par le biais du cirque démocratique, c'est-à-dire parlementarisme, partis politiques, banque centrale, enfin voilà. Donc tout ça est une mise en scène, mais qui leur ont permis de prendre le pouvoir, mais maintenant ils ont la velléité de prendre un pouvoir plus direct, et donc de faire tomber les propres intermédiaires qu'ils avaient eux-mêmes mis en œuvre pour s'accaparer le pouvoir et les richesses. En fait, ceux qui sont aux commandes ne sont pas réellement des décideurs. Donc il faut les faire mousser, etc. Ça fait partie de la règle du jeu de l'imposture généralisée. Donc il est évident que tous les acteurs qui entrent dans ce schéma d'imposture développent des problèmes d'ego égotique parce que au final ils sont dépossédés de la responsabilité de leurs actes. Ils sont même dépossédés de l'initiation de leurs actes. Donc les égos viennent en fait de cette problématique qui a été de décorréler le pouvoir de la responsabilité. À partir du moment où on repart sur je dirais un système vertueux qui consiste à réhabiliter le lien inaliénable entre pouvoir et responsabilité, qui permet la légitimité du pouvoir. Lorsqu'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de légitimité au pouvoir. S'il n'y a pas de légitimité au pouvoir, il y a une contestation du pouvoir, et donc il n'y a plus de vivre ensemble. Il faut bien comprendre que tout ça est intimement lié. Donc pour éviter ça, effectivement renouer avec un fonctionnement juridique sain, qui remet en œuvre la responsabilité individuelle, donc qui supprime l'anonymat, en particulier l'anonymat des capitaux, mais également un système de contre-pouvoir inhérent en fait au groupement d'intérêt et cumulé avec le système des collectifs citoyens. Donc en réalité, c'est l'ensemble des institutions qui sont un empêchement de rebasculer dans les dérives que nous connaissons actuellement. Alors je ne dis pas que ce sont des institutions parfaites et qu'elles ne seront jamais perverties. Tous les systèmes politiques doivent être rénovés à un moment ou à un autre parce qu'il y a toujours des velléités de confrontation, il y a toujours des velléités d'accaparement et de prédation, et qu'à un moment, les institutions ne sont plus adaptées à l'évolution du contexte social. Mais entre le moment où des institutions se mettent en œuvre et mettent en place et le moment où elles ne sont visiblement plus adaptées à un contexte, il se passe au moins 200 ans, 150 ou 200 ans, donc ça nous laisse quand même des marges de manœuvre pour respirer plus librement. C'est d'une part réhabiliter ce qu'on appelle l'état de droit, donc des grands principes fondamentaux sur lesquels
les règles du droit positif s'appuient et contre lesquelles ils ne peuvent pas déroger, enfin sur lesquelles ils n'ont pas de moyens de déroger. Donc ça, c'est à nouveau la mise en œuvre de ce qu'on a appelé l'état de droit. Et puis deuxièmement, l'existence inhérente à l'organisation sociale de contre-pouvoirs. À partir du moment où vous réinitialisez à la fois la nature politique des intérêts variés qui traversent une société, eh bien, vous réhabilitez aussi le fait que les intérêts sont parfois en contradiction avec les autres et donc qu'ils constituent des contre-pouvoirs par rapport aux autres. Donc ça s'appelle un cercle vertueux. Et les institutions doivent avoir pour fonction essentielle de générer des cercles vertueux, c'est-à-dire de ne pas accentuer les divergences entre les gens, mais d'essayer d'apaiser les conflits. Et je pense que le capitalisme, de ce point de vue, a été extrêmement toxique, parce qu'il a monté artificiellement et légalement, il a monté en opposition des intérêts qui auraient dû rester fusionnés entre d'une part les entrepreneurs et d'autre part les entrepreneurs qui apportaient des capitaux et d'autre part les gens qui travaillent dans une entreprise. Donc les salariés et les chefs d'entreprise ont été artificiellement mis en opposition et ces oppositions ont été montées en exergue à un point où leurs intérêts paraissent irréconciliables, alors qu'en réalité, dans le développement d'une société, et en particulier d'une société commerciale, puisqu'il s'agit de ça, eh bien, c'est l'intérêt de la société qui doit primer, c'est-à-dire l'intérêt collectif de tous les membres qui travaillent dans la société, et non pas seulement l'intérêt des apporteurs de capitaux et qui se transforment aujourd'hui par les actionnaires, enfin qui portent le nom actionnaire. Mais si vous voulez, ça fait partie du cercle vicieux qui a été mis en œuvre dans le cadre de nos institutions. Donc Révolu Droit revient en fait sur tous ces fondamentaux qui sont des fondamentaux profondément viciés, puisque au service de l'intérêt particulier de ceux qui détenaient l'organisation de la monnaie et qui ont organisé les règles économiques dans leur propre sens en fait. Les pays de l'OTAN qui sont des assets du dollar en tant que monnaie mondiale, le dollar étant en train de perdre son statut de monnaie d'échange internationale. Ça sera acté à la ou fin octobre lorsque la Chine et la Russie conjointement vont annoncer l'effectivité de la mise en œuvre d'un système alternatif d'échange, un système alternatif à SWIFT. Et donc l'effondrement est en cours actuellement, on n'en entend pas parler, bien sûr ça se fait à bas mot, mais c'est en cours actuellement. Donc pour cacher ça et pour essayer de reprendre la main, il est évident que ces gens-là vont être prêts à aller aux pires extrémités. Donc là nous vivons des mois, des semaines et des mois qui sont extrêmement dangereux. Je dirais que jusqu'à la fin de l'année et encore 2025 risque vraiment on est au bord du... Tout peut arriver en fait, dans un sens surtout dramatique, au sens où ces gens-là risquent de perdre en fait la main sur le contrôle effectif des populations et des richesses, et que cette perte de contrôle, ils n'y sont pas vraiment consentants. Vous voyez ce que je veux dire? D'autant moins consentants que ça fait quand même 300 ans qu'ils ont le contrôle quasi absolu par le biais du parlementarisme que je vous ai expliqué. Révolu Droit, c'est un projet informel qui est un cadre, qui est les Anglais diraient qui représente des guidelines qui doivent être mises en œuvre, qui sont au service de la population, de tout le monde, et qui ne demandent qu'à être absorbés par les gens. En fait, Révolu Droit, c'est pas moi. Révolu Droit, c'est un projet que je donne, en fait. C'est un système qui ne m'appartient pas, mais qui doit être appréhendé et surtout intégré par tous les membres de la collectivité. Donc chaque citoyen a la charge, en fait, de développer Révolu Droit, de l'adapter au contexte particulier dans lequel il se présente, tout en gardant
la source disponible, c'est-à-dire le projet que je porte avec l'intégralité du projet et le nom de la source, de façon à éviter les dérives et les subversions, etc. Mais en dehors de ça, je ne suis pas plus responsable quelque part de Révolu Droit. Révolu Droit, c'est le projet que j'offre à tout le monde et chacun doit s'en emparer pour le mettre en œuvre en fait. En respectant encore une fois les grands fondamentaux sur lesquels ce projet se fonde, c'est-à-dire une confrontation des différents pouvoirs politiques et une multiplication de la représentation politique des intérêts, donc qui crée un contre-pouvoir naturel et spontané, qui n'est pas figé, c'est-à-dire que sur un sujet, les contre-pouvoirs seront tel et tel groupement d'intérêt, sur un autre sujet, c'est d'autres groupements d'intérêt qui s'opposeront, donc rien n'est figé en fait, c'est un mouvement, on repart dans un mouvement de vie en fait. On réhabilite la vie, vous savez ce que c'est les conflits, c'est la gestion des conflits et c'est la capacité à pouvoir se faire entendre même si on parle moins fort que le voisin, parce que tout simplement on a une représentation politique de des intérêts que l'on porte. Il y a déjà des initiatives, je ne les connais pas toutes, mais je sais qu'il y a des initiatives un peu partout sur le territoire qui consistent à commencer justement la préparation de ce projet de société en initiant des groupements d'intérêt, des collectifs citoyens qui ont pour vocation de se développer et à terme de remplacer les institutions que nous connaissons. Mais encore une fois, le terme est je ne le délimite pas. Je ne sais pas quand est-ce que ça se fera, et ça ne dépend pas de moi en fait, ça dépend des événements et de la maturité des citoyens. Les grandes orientations, les aides au développement des collectifs citoyens ou de groupements d'intérêt sont proposées dans le livre lui-même. Dans les annexes, j'ai comment créer par exemple un règlement intérieur de groupement d'intérêt, quels sont les intérêts, quelles sont les lignes de force à respecter dans la création d'un groupement d'intérêt, quels sont les principes à respecter, par exemple la déontologie doit être gérée par le groupement d'intérêt, je pense à dans l'organisation du groupement d'intérêt, il y a effectivement la gestion des conflits, la gestion de la sécurité, ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité sociale, mais en fait de tout ce qui est accident de la vie, retraite, et aussi gestion des déchets. Donc chaque groupement d'intérêt est responsable de devoir organiser des contreparties lorsqu'il met en œuvre des nuisances publiques. Donc voilà, ça c'est... Encore une fois, il y a beaucoup d'informations dans mon livre qui demandent à être lues et peut-être relues plusieurs fois, et de façon à se l'approprier pour mettre en œuvre les... Maintenant, j'ai aussi un site internet revoludroit.fr, en plus de mon site personnel valériebugot.fr, mais revoludroit.fr est dédié à l'organisation des institutions, et on peut me contacter soit par mon site privé, soit par le biais de Révolu Droit, sachant que je ne reçois pas directement les messages de Révolu Droit. Le message que je voudrais ajouter, c'est un message d'espoir, c'est-à-dire que vous savez qu'une crise, c'est tout à fait bien décrit par les Chinois, c'est à la fois un danger et une opportunité. On peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et de toute façon, les opportunités sont là. Donc qu'on les saisisse ou pas, elles existent. Est-ce qu'on laissera ces opportunités dans les mains de ceux qui veulent nous contrôler, nous asservir, ou est-ce que les citoyens auront l'énergie et la capacité de vie de mettre en œuvre un projet alternatif qui, une fois encore, n'est pas un projet personnalisé, mais un projet construit sur une longue histoire institutionnelle, juridique, politique, qui a fait ses preuves. Voilà. C'est tout, et j'invite vraiment tous vos auditeurs et tous vos lecteurs à s'intéresser et à mettre en œuvre des collectifs citoyens et éventuellement des groupements d'intérêt.